Je suis vice-président de ce programme qui s'appelle Adaptive Infrastructure. En fait. Donc là, ma responsabilité, c'est d'être le leader en fait, de ce programme qui regroupe des activités dans les groupes des serveurs, storage, software et services, pour pouvoir fournir des solutions à nos clients autour de cette Next Generation Data Center dont on a parlé ce matin. En fait. Gervais Restaurant, authentique French cuisine in Silicon Valley. Discuté avec énormément de CIO. Comment est-ce que vous voyez comment est-ce que ils vous décrivent un peu le marché? Ils sont confiants ils sont prêts à investir dans leur infrastructure? Quels sont leurs soucis, leurs inquiétudes peut-être? Ouais, bien sûr. Non, mais ça c'est une question intéressante. Au début, quand j'ai pris ce rôle, d'ailleurs, je me posais un peu la question parce que je me disais bon, là on parle vraiment d'infrastructure, donc c'est quelque chose qui est relativement, c'est les data centers qui est relativement technique. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est à l'ordre du jour du CIO? Parce qu'en fait, le CIO, il y a tellement vraiment, il est plutôt orienté business. Et en fait, en ayant ces meetings et commençant à avoir ces discussions, en fait, je m'aperçois que c'est un problème qui est vraiment à l'ordre du jour du CIO en fait, et principalement parce qu'il y a cette pression. Je pense qu'il y a une tension qui est devenue de plus en plus difficile au niveau de toute la partie budget, enfin la partie financière, des coûts opérationnels, enfin vraiment des coûts de l'infrastructure qui sont principalement des coûts opérationnels vis-à-vis du budget des CIO. En fait, les coûts de l'infrastructure sont en croissance et les budgets des CIO informatiques sont soit flat, soit stables, ou même dans certains cas en décroissance. Donc il y a une équation. Donc en fait c'est devenu maintenant quelque chose où il va falloir faire quelque chose. Donc c'est devenu un sujet de transformation, si vous voulez, dans beaucoup de sociétés en fait, à un haut niveau. En fait, On parle de nouvelles générations de centres de données. On a l'impression qu'on revient un peu au schéma des centres de données où c'était les grands systèmes, les gros systèmes, le mainframe, etc. Sauf que maintenant on utilise des petits serveurs Blade, etc. Est-ce que, et avec toute cette histoire de consolidation, de virtualisation, est-ce qu'on revient mais il y a certaines notions vers lesquelles on revient. La notion de service, vous vous rappelez, ça s'appelait les service bureaux dans l'ancien temps, qui était vraiment un peu un modèle d'outsourcing autour de mainframe. Donc le modèle de service auquel on a parlé ce matin, un modèle qui vraiment correspond bien à ce que, en fait, à la valeur fondamentale que le département informatique doit fournir aux lignes de business. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est l'infrastructure qui est devenue beaucoup plus hétérogène, standardisée et beaucoup plus économique, parce qu'en fait, quand les coûts d'informatique dans un environnement mainframe sont complètement différents des coûts informatiques d'aujourd'hui, en fait, quand on voit au niveau de la puissance de calcul par rapport aux coûts, donc c'est dans un contexte de coûts économiques complètement différent de ce qu'on peut faire, mais la base fondamentale de fournir un service qui est adapté aux besoins du business est beaucoup plus adapté en real time. C'est aussi un peu ça la différence dans l'ancien temps. Le mainframe, ça a changé très très lentement. Mais maintenant, en fait, les applications doivent pouvoir se mettre en place en real time, changer up and down. Enfin, donc, il y a cette notion dynamique en fait, qui est différente. La notion de service est la même, mais je pense l'implémentation, l'hétérogénéité, les coûts et le real time, l'aspect dynamique. Est-ce que dans la présentation, vous parliez de share environment? Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui existait avant. Absolument, oui, parce qu'en fait, on s'est aperçu, je pense qu'il y a eu un peu ces vagues de décentralisation avec le desktop, avec l'Internet. Donc, il y a eu en fait beaucoup d'applications, on en a parlé un petit peu, d'applications d'informatique qui s'est beaucoup distribuée. Et donc, qui a permis beaucoup de choses. C'était extrêmement positif dans le sens où il y a eu beaucoup d'applications qui ont pu se créer, beaucoup de nouveaux business models, beaucoup de dynamisme. Par contre, ça a fait un peu une explosion des coûts, en fait, parce que c'était beaucoup plus difficile à gérer. Il y a eu une augmentation du staff, une augmentation des dépenses. Maintenant, justement, c'est là où on arrive un peu. C'est ça qui dit, bon, maintenant, je voudrais avoir la même qualité de service, le même dynamisme, même innovation, mais je ne veux plus avoir les coûts, quoi. En fait, je veux avoir un truc. Donc, on revient à des solutions maintenant qui deviennent physiquement plus centralisées, mais en virtuel, en fait, au niveau des services, reste très, très ouverte. Et c'est là un peu l'art en fait, de pouvoir faire ça. La réduction des coûts vient que le matériel est beaucoup moins cher. Le matériel utilisant les processeurs générés comme Intel ou AMD est beaucoup moins cher que le matériel de gros systèmes, IBM ou S400, etc. La réduction de coûts vient de... Non, ça vient surtout, enfin, le besoin de réduction de coûts, en fait, la demande vient surtout des coûts opérationnels, enfin, du coût de management, des coûts d'opération qui sont surtout des coûts de personnel.
plus que le matériel. C'est pas tellement... Parce qu'en fait, le matériel, bon, il y a eu cette réduction de coûts qui continue tous les ans, mais c'est surtout qu'en fait, puisqu'il y a eu cette décentralisation, il y a une beaucoup plus grosse complexité, en fait. C'est ça le problème, c'est l'inverse, qu'il y a eu maintenant toutes les différentes... Et ça a généré beaucoup plus de coûts de maintenance, coûts d'upgrade, donc en personnel, en experts, en tous les différents systèmes. Et c'est ça, en fait, qui est en croissance. D'accord. Le nouveau centre de données par rapport au mainframe, vous avez dit donc, que ces nouvelles générations de centres de données est moins cher qu'un mainframe. Hein, c'est grâce à... Donc, c'est simplement parce qu'en fait, ça c'est vraiment les coûts de l'informatique au niveau aussi bien hardware et software. Enfin, bon, parce qu'en fait, maintenant, même quand on regarde, il y a ça a plus une dynamique aussi d'industrie, de marché, c'est beaucoup plus ouvert. Hein, il y a plus de best in class, donc il y a plus un environnement concurrentiel, plutôt que ces choses qui étaient complètement homogènes, standardisées, en fait, qui n'étaient pas très... qui n'incitait pas beaucoup à cette réduction de coûts. C'est beaucoup moins compétitif. Maintenant, c'est très très compétitif. Hein. Donc en fait, ce que font nos clients, c'est beaucoup de choisir donc un élément par couche ou par serveur ou type de serveur et pouvoir simplifier un peu la complexité. Gervais Restaurant, authentique French cuisine in Silicon Valley. Est-ce que vous voyez un mouvement plus vers peut-être des logiciels libres, Linux qui va remplacer Unix ou d'autres, ou Windows peut-être? Ouais. Non, je pense je pense pas qu'il y ait une réponse à ça, parce qu'en fait, encore une fois, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir un environnement très dynamique, qui puisse permettre donc une multiplicité d'environnements, si vous voulez. Il ne va pas y avoir une réponse avec un seul stack. Ça, c'est un peu l'environnement mainframe où il y a une seule réponse. En fait, ce qu'il faut justement, ce qu'on essaye de faire avec ce programme d'Adaptive Infrastructure, c'est d'avoir un environnement de gestion et de process pour que l'informatique puisse choisir le software, le logiciel qui correspond le mieux, que ce soit un Windows ou un logiciel libre ou un Unix ou même potentiellement se connecter sur un mainframe existant, mais qui puisse fournir le service en fait. Donc ça sera un environnement hétérogène hein, au niveau software. Ça ne va pas se résoudre avec un seul stack. On ne va pas du tout s'arriver. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent tout le temps de toute façon. Donc ce qu'il faut, c'est remonter un peu le problème, quoi, en fait, hein, remonter l'architecture. Donc vous ne voyez pas Unix disparaître au profit de Linux, par exemple? Non, pas du tout, parce qu'il y a des cas, il y a des charges, enfin il y a des besoins, et en fait, il n'y a pas vraiment de bénéfice. Remplacer un OS par un autre OS, bon, finalement, c'est pas là le problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est beaucoup plus à un niveau plus élevé de savoir comment on peut avoir des applications qui soient plus dynamiques, qui répondent aux besoins. Les lignes de business, bon, que ce soit Unix ou Linux, ils s'en foutent un peu, en fait. On parlait à un moment donné du pay-per-use, du on-demand, utility absolument. Computing. Oui. Qu'est-ce que c'est devenu de tout ça? Non, mais ça reste toujours, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Ça correspond beaucoup. Il faut voir aussi le type d'utilisation. Quand il y a des applications où il y a beaucoup de pointes, des très fortes pointes, très très en pic comme ça, donc on peut penser à des applications boursières, ou les applications peut-être comme il parlait un petit peu dans la presse, dans le média, vous le savez peut-être mieux, quand il y a des demandes très 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 variables, bon là ça s'applique parfaitement, parce qu'en fait d'avoir un environnement informatique qui supporte tout le temps les pics, le sommet, ça va nous coûter une fortune, donc c'est là où vous cherchez ça. Par contre, si vous avez un environnement très très stable, à ce moment-là ça n'a pas d'avantage. Si c'est un environnement par exemple de gestion du personnel dans une société où il n'y a pas grand chose, ça va rester très flat. Donc encore une fois, il n'y a pas une solution pour tout, mais ce qu'il faut, nous, c'est pouvoir vous pouvez choisir la solution, et ce qu'on parlait un petit peu, c'est d'avoir plus des façons plus qui suivent un peu plus des approches marché, pour pouvoir associer plus directement un prix, si vous voulez, un coût au service, vis-à-vis de ce que les utilisateurs finaux veulent bien payer. Hein. Donc quand vous êtes en charge d'une plateforme boursière, qui a un volume très important, vous êtes prêt à payer très cher, parce qu'en fait pour vous c'est votre business. Par contre, peut-être que vous pouvez laisser vous payerez moins cher sur la partie de gestion interne du personnel. Ça peut attendre la semaine d'après. Vous voyez ce que je voulais dire. Donc on veut essayer d'associer un peu un coût au prix
Hein, c'est dans l'offre qu'on cherche à avoir. L'adaptative infrastructure dont vous vous occupez, c'est essentiellement pour les grandes entreprises. Qu'est-ce qui, non, en fait, pour les justement, PME, c'est justement, ça s'adresse, disons, à ce que moi je dirais, peut-être pas petit, peut-être pas le P de PME, mais le M. Donc moyenne, c'est vraiment une entreprise moyenne. Donc dès qu'une entreprise commence à avoir un environnement avec un certain nombre de serveurs, si c'est vraiment une toute petite entreprise avec un serveur, bon, il n'y a pas vraiment, c'est beaucoup plus simple. C'est dès que la complexité et le coût de gestion commence à devenir un problème. Donc dès qu'il commence à avoir une quinzaine ou une vingtaine, une trentaine de serveurs avec différents environnements, du Windows, du Linux ou des choses comme ça, bon là, à ce moment-là, le problème de coût et de complexité, coût d'opération devient un problème. Et c'est là que ça s'applique, en fait. D'accord. Et donc, cette moyenne entreprise, comment est-ce qu'elle peut formuler justement ses besoins? Elle va chez HP, elle va dire voilà, j'ai... Oui, par exemple, on a un exemple, une moyenne entreprise aux États-Unis, Belkin, ils font beaucoup dans la connectivité, enfin c'est une manufacture. Donc je crois qu'ils avaient 11 serveurs qui tournaient un peu en parallèle sur les applications. Je crois que c'est des applications SAP, je crois. Toute la famille, enfin, au niveau gestion de production, des choses comme ça. Bon, chaque serveur était vraiment très lié à son module. Et en fait, ce qui est bon, et le problème qu'ils avaient, c'est qu'il y avait une utilisation des serveurs qui était assez mauvaise, enfin, disons qu'ils ont consommé que 15%, mais et quand ils voulaient rajouter en fait des serveurs, ça leur coûtait très cher, donc ils ont remplacé tous ces 11 serveurs par un serveur. Ils ont centralisé en fait tout sur un serveur avec des partitions en fait virtuelles dans ce serveur et qui a beaucoup d'une part coupé, donc réduit. Donc au lieu d'avoir différentes personnes qui s'occupaient de ces différents serveurs, il n'y a plus qu'un opérateur avec ce serveur qui donc ça c'est un peu une petite version. Hein, c'est une mini-version en fait d'un adaptive infrastructure, mais ça répond, alors ça leur a coupé leur coût d'IT et ce qui leur permet de faire autre chose, de pouvoir s'étendre, peut-être de rajouter une application online ou je ne sais pas quoi. Donc à partir de quel moment ça devient intéressant de peut-être décrocher son téléphone, d'appeler HP et de dire est-ce que vous pouvez simplifier ou réduire mes coûts? À partir de moi je pense que ça commence, oui, ça peut-être pas, enfin, dès qu'une quinzaine de serveurs et qui a un besoin, et qui a aussi un environnement dynamique, qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'entreprise, soit de croissance ou de nouvelles applications, d'expansion du business dans différents domaines. Donc c'est là que vraiment va se poser le problème, quoi, en fait. Hein. D'accord. Ça commence. Quoi, et là, l'entreprise va aller chez son revendeur et ensuite le revendeur. Ou est-ce qu'il c'est un service, c'est quelque chose qui est vendu directement par HP? L'un ou l'autre. Donc là, comme vous savez, HP travaille avec nos clients de différentes façons. Donc on travaille beaucoup avec des partenaires, mais on travaille également beaucoup en direct également. Donc là, c'est une stratégie de go-to-market. Donc en fait, nous, la stratégie adaptive infrastructure est vraiment liée donc, aux différents canaux. Donc c'est pas uniquement pour les grosses entreprises. D'accord. Vous êtes toujours le monsieur logiciel. Vous êtes revenu donc à HP en tant que responsable logiciel. Est-ce que non, là c'est un rôle un petit peu différent parce qu'en fait je ne suis plus dans le groupe logiciel dans ce sens où cette initiative donc en fait traverse aussi bien le hardware, donc la partie serveur, storage, logiciel et service. Donc je suis au niveau de TSG, enfin donc je reporte à Anne Livermore, donc parce que justement c'est quelque chose qui est à travers les. Bon, il y a beaucoup de logiciels dans la infrastructure, mais il n'y a pas que de logiciels. Depuis combien de temps vous êtes ici dans la Silicon Valley? Ça fait longtemps, et donc depuis, je suis venu en permanent depuis 88, hein, donc je ne calcule même plus les années, combien ça fait en fait, mais ça fait quoi, 18 ans, enfin, donc oui, ça fait ce moment-là. J'étais venu avant aux États-Unis pour étudier des choses comme ça, mais enfin là on est ici donc permanent depuis ce temps-là. Donc HP. Mon français n'est plus aussi bon qu'il n'était. Non. Donc 18 ans. J'étais à HP en France avant, hein, j'avais rejoint HP en France à 82, hein, donc auparavant à Grenoble, hein, dans la division en fait réseau. Il y avait toute l'activité réseau d'ailleurs qui a maintenant beaucoup évolué, qui est maintenant Open Call, le business Open Call à HP Grenoble, hein, qui est basé à HP Grenoble. Et bon, c'est comme ça que j'avais rejoint. Après ça, je suis venu aux États-Unis. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'environnement dans la Silicon Valley? Est-ce que vous sentez que ça reprend
l'activité Oui, ça, ouais, absolument. Ouais, de toute façon, depuis, on voit beaucoup. Hein, de toute façon, surtout, bon, on le voit dans différents domaines. Peut-être plus, on voit plus au niveau des startups potentiellement, enfin, parce que c'est là où vraiment l'innovation, les nouvelles idées. Enfin, il y a beaucoup d'activités au niveau des startups qui se créent, enfin, qui recherchent, qui rentrent dans les nouveaux domaines, le funding des VC, enfin, qu'on peut traquer. Donc, je pense que ça reprend. Évidemment, les gens ne faut pas comparer ça au boom de l'Internet, hein, 99, 2000, ou des choses comme ça, parce que ça n'arrivera. Ça, c'était vraiment complètement artificiel dans certains sens. Donc, je pense que c'est un niveau beaucoup plus sain, en fait, hein, qui est... Alors, qu'est-ce que vous avez appris en passant, justement? Vous êtes passé de HP, ensuite à une start-up, Renfinity, Oui. Et bon, après revenir à HP, mais via BEA. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? On retient, pour moi, il y a toujours un fil unique, commun. Enfin, dans tout ça, c'est de pouvoir innover, hein, pour développer le marché pour des solutions qui répondent à des besoins clients, en fait. Donc, il y a un aspect d'échelle également. Bon, HP, on fait ça évidemment à une très très grande échelle. Par contre, il faut que des sociétés même comme HP puissent innover sur les tout petits projets, quoi, en fait. Et c'est là où les startups sont très fortes, parce que c'est managé de façon parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est très pointu. Et donc, il y a certaines techniques de manager les nouveaux projets d'innovation qu'on peut utiliser dans une grande société, qu'une grande société n'est pas habituée, en fait, hein, à faire. Et là, moi, j'utilise pas mal d'idées comme ça pour faire un peu des startups à l'intérieur d'une grosse compagnie, quoi, pour innover. C'est là que l'innovation se passe le mieux. Donc comment est-ce que vous faites ici concrètement à HP pour créer cet esprit il y startup? a des initiatives qu'on lance dans les groupes business, donc qu'on sort un peu du mainstream business, parce que pour les protéger un petit peu au niveau investissement, et des commitments d'investissement, mais des marges de façon très similaire à la façon d'un VC manage une startup, quoi. Et il faut savoir également les arriver à un niveau où on arrête parce que ça marche pas, quoi, en fait, hein. Donc c'est un peu cette mentalité qui n'est pas traditionnellement, qui est une façon différente de gérer un business comme HPUX ou comme OpenView, qui est un modèle différent. Donc là, il y a c'est une approche qui s'applique, hein, beaucoup aussi. Vous allez travailler directement avec des startups aussi? Absolument, oui. De toute façon, on travaille, on regarde toujours, parce qu'on regarde toujours au niveau technologie, ce qui nous manque, les gaps. Enfin, on fait toujours des évaluations make versus buy. Donc soit on développe, soit on achète. Donc si on peut acheter, si ça nous permet de rattraper du temps, que ça existe déjà, ça s'applique bien, à ce moment-là, on le fait, comme on l'a fait beaucoup dans le logiciel, et on va continuer à le faire de toute façon. Et l'intégration, vous avez réalisé l'intégration de Peregrine avec HP Software. Quelle expérience là vous tirez? Très intéressant, c'était un projet très intéressant parce que c'était plus une start-up, c'était déjà une société plus établie, et donc là, ça a été un projet où là, c'est vraiment autour des personnes, en fait, hein. Je pense que c'est là que c'est toujours là le plus compliqué, mais aussi où il y a le plus de bénéfices, quoi, en fait. Et surtout, j'ai passé beaucoup de temps au niveau intégration de toute la partie commerciale pas seulement force de vente, mais également la partie en support vis-à-vis des clients, parce que là, vraiment, beaucoup de la valeur ajoutée à travers les personnes. Donc, comment faire pour intégrer une équipe qui vient de Peregrine dans un environnement, pas nécessairement très petit, mais enfin moyen, pour eux, vu de leur point de vue, HP c'est un peu un monstre, c'est un peu énorme. Donc comment faire ça, ne pas perdre leur culture, dans un certain sens, leur dynamisme, leur focus. Et donc j'ai passé beaucoup d'énergie là-dessus, et j'ai appris beaucoup, mais ça a bien marché, quoi. Donc évidemment, avec une start-up, c'est beaucoup plus facile. Qu'il y a moins de... Oui, une start-up, c'est plus technologie, donc là, ça se situe plus au niveau de la technologie, de la due diligence au niveau de la technologie. La technologie est bonne, fondamentalement, et puis en fait, au niveau de quelques équipes leads techniques, donc qui sont clés, mais qui sont plus... C'est pas facile non plus, mais enfin, c'est plus facile qu'une force de vente qui est très distribuée, parce que si vous perdez la force commerciale d'une acquisition, surtout il y a un business au moment là, c'est très difficile à récupérer. Après, c'est là beaucoup que des grosses acquisitions, comme peut-être Oracle, PeopleSoft. C'est là que ça se passe, quoi, en fait, hein, parce que c'est sûr. D'accord. Juste une dernière question. Oui. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le changement de management, depuis l'arrivée de Mark Hurd chez HP? Moi, je suis arrivé à peu près il y a un petit peu plus d'un an, à peu près en même temps, donc je ne peux pas comparer du tout à avant. Mais enfin bon, je pense que
Maintenant, enfin, ce que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment un focus sur les... C'est très clair sur la mission, les priorités, les métriques. Les objectifs sont très très clairs, donc je pense que tout le monde le voit, enfin de haut en bas de l'échelle, disons, de voir bon, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut qu'on délivre. Et les messages sont très consistants et très clairs, donc, et très pragmatiques aussi. Pas simplement des grands... Bon, il y a une stratégie, tout ça, mais enfin, ça arrive également à un niveau de savoir, moi, dans mon département, dans mon domaine, comment je peux contribuer. D'accord. Merci beaucoup. Non, je t'en prie. Hein. Gervais Restaurant, authentic French cuisine in Silicon Valley.